Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, et au moment où j'écris ces lignes dans ma tête, je suis assise sur un banc en bois dur, dans une salle d'audience qui sent la poussière et le vieux cuir. En face de moi, Julien, mon mari depuis 7 ans, signe les derniers papiers de notre divorce avec ce sourire qu'il a toujours eu quand il pense avoir gagné quelque chose. Il ne sait pas encore ce que le juge s'apprête à lire à voix haute. Il ne sait pas encore que le sourire qu'il affiche va se figer, puis se fissurer, puis disparaître complètement de son visage dans les 10 minutes qui suivent. Mais avant de vous raconter comment j'ai vu s'effondrer 6 années de mépris silencieux, dites-moi d'où vous me regardez ce soir. Et si vous avez déjà dû prouver votre valeur à quelqu'un qui avait décidé, bien avant de vous connaître vraiment, que vous ne seriez jamais à la hauteur, laissez un like et abonnez-vous. Cette histoire est pour vous. Tout a commencé dans une petite ville de la Drôme, où j'ai grandi dans une maison modeste avec des parents qui travaillaient dur et comptaient chaque euro sans jamais se plaindre. Ce sont eux qui m'ont appris la valeur du travail silencieux, celui qui ne cherche pas les projecteurs mais qui construit, brique après brique, quelque chose de solide. Je ne savais pas encore à quel point ces leçons allaient devenir mon arme la plus précieuse. J'ai quitté ma ville natale pour étudier la gestion à Lyon, avec l'ambition modeste mais tenace de travailler un jour dans l'analyse financière d'une entreprise sérieuse. C'est dans un café près de la fac. Un après-midi où je révisais un dossier de comptabilité analytique que Julien s'est approché de ma table pour la première fois. Il étudiait le droit des affaires, venait d'une lignée d'avocats lyonnais reconnus et dégageait cette assurance tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à se demander comment ils paieraient le loyer du mois suivant. Sa première phrase, en regardant mes classeurs étalés sur la table, a été « Tu as du potentiel. Il te manque juste un peu de direction, pas ». Sur le moment, j'ai pris ça pour un compliment. Aujourd'hui, je sais que c'était à la fois une flatterie et un avant-goût de tout ce qui allait suivre. Notre histoire a démarré comme un conte de fées accéléré. Restaurant que je n'aurais jamais pu m'offrir seul, week-end improvisé dans les Alpes, présentation à un cercle social que je n'avais vu qu'au cinéma. Mais très vite, sous les cadeaux et les attentions, une autre dynamique s'est installée. Julien critiquait mes vêtements, suggérait que je change ma coiffure pour quelque chose de plus abouti, glissait des remarques sur mes amis d'enfance qu'il jugeait limités dans leur vision du monde. Je travaillais alors comme assistante comptable dans un petit cabinet, un poste modeste mais que j'aimais profondément, pour la satisfaction presque. Mathématique, de voir les chiffres s'aligner parfaitement. Julien appelait ça mon petit boulot et répétait souvent que je n'avais aucune raison de m'épuiser à un salaire aussi bas alors qu'il pouvait, disait-il, subvenir à tout. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, que ce travail n'était pas une question d'argent, mais d'identité. Après 18 mois de fréquentation, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end organisé dans les moindres détails, avec une bague éblouissante et des applaudissements spontanés des autres clients du restaurant. Tout semblait sorti d'un film. J'ai dit oui sans hésiter. Notre mariage, célébré en petit comité à Annecy, mon choix, contre la volonté de sa famille qui rêvait d'un événement grandiose à Lyon, a été l'une des rares batailles que j'ai réussi à gagner face aux attentes des servants, sa famille. Au moins c'est dans un endroit respectable, même si c'est modeste, avait commenté sa mère, Elisabeth, avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. C'est là que j'ai compris, pour la première fois vraiment, que je n'étais pas tout à fait assez bien pour leur fils. Nous avons emménagé après notre lune de miel dans sa maison d'un quartier huppé de Lyon, tout en lignes épurées et en froideur élégante, à l'image de sa famille. J'ai essayé d'y glisser des touches personnelles, photographies, plantes, couleurs, mais Julien préférait toujours l'esthétique minimaliste qui affichait la richesse plutôt que notre histoire commune. Les premiers signes de fissure sont apparus en quelques mois à peine. Chaque décision de décoration était remise en question. Chaque ami que je recevais était jugé. La comptabilité, c'est tellement commun. A-t-il lâché un soir après avoir rencontré mes collègues? Tu as le potentiel pour être exceptionnel, mais tu le gâches à tenir les comptes d'entreprise que personne ne connaît. J'ai essayé, sincèrement, de m'intégrer à son monde. Ces épouses d'avocats et de dirigeants qui passaient leur journée entre le spa et l'organisation de galas caritatifs. Elles étaient charmantes en surface, mais je ne me suis jamais sentie réellement acceptée. J'ai surpris, un soir, l'une d'elles me décrire comme l'expérience sociale de Julien avec la classe moyenne. Plutôt que de me défendre, Julien m'avait suggéré de faire plus d'efforts pour m'adapter, peut-être renouveler ma garde-robe ou me mettre au tennis. Comme si mon identité entière n'était qu'un brouillon à corriger. Ces premières années ont été un mélange confus de luxe et de solitude. J'étais couverte de cadeaux, tout en sentant ma valeur personnelle s'éroder. Jour après jour, je devenais peu à peu ce que Julien voulait. Une épouse vitrine qui le valorisait, pendant que la femme indépendante et créative que j'avais été s'effaçait doucement. 2 ans après notre mariage, les tensions accumulées ont commencé à déborder. Julien, déjà pointilleux sur nos finances, est devenu franchement contrôlant. Malgré nos comptes communs, il questionnait chacun de mes achats tout en dépensant sans discussion pour lui-même. Tu avais vraiment besoin
besoin de ce livre de formation professionnelle? C'est 150 € qui auraient pu être investis, disait-il en épluchant les relevés. Lui, qui claquait sans sourciller des milliers d'euros dans un abonnement de golf ou une montre. Peu à peu, je me suis retrouvée isolée de ma famille et de mes amis. Les visites chez mes parents devenaient rares. Julien trouvait toujours un prétexte. Un événement professionnel, un dîner client ou simplement l'argument que la campagne, ce n'est vraiment pas mon univers. Mes amis de fac ont cessé d'appeler après qu'il ait laissé entendre qu'elle n'était pas assez raffinée pour notre maison. Ma carrière, autrefois une source de fierté, est devenue un champ de bataille permanent. Quand on m'a proposé une promotion, Julien n'a montré aucun soutien. Cette petite augmentation vaut-elle vraiment les heures en plus loin de la maison? On prévoit de fonder une famille, tu te souviens? C'était la première fois que j'entendais parler d'un projet d'enfant, aussi concret. Chaque fois que j'abordais le sujet, il répondait que le moment n'était pas encore venu. C'est à cette période que j'ai découvert ma véritable passion, le conseil en stratégie financière. Le cabinet où je travaillais développait ce service, et je me suis portée volontaire pour apprendre les rouages du conseil et de la planification stratégique. J'ai découvert un talent naturel pour comprendre les schémas d'investissement et construire des stratégies qui produisaient des résultats concrets. Emballée par cette nouvelle direction, j'ai partagé avec Julien mon idée de créer, un jour, mon propre cabinet de conseil indépendant. Sa réponse a été glaçante. Sois réaliste, Camille. Monter une entreprise demande un sens des affaires, qui n'est pas vraiment ton point fort. Et la plupart des petites structures échouent la première année. Pourquoi risquer ce qu'on a déjà? Nos rapports à l'argent résumaient parfaitement nos différences fondamentales. Julien croyait à la démonstration. La bonne adresse, la bonne voiture, les bonnes vacances. Tout pour entretenir une image de réussite. Moi, avec mon éducation modeste, je croyais à l'épargne, à l'investissement réfléchi, à la valeur réelle, plutôt qu'à l'étiquette de prix. À l'approche de notre 3e anniversaire, ces soirées tardives au bureau sont devenues la norme plutôt que l'exception. Gros clients, analyse de marché, rapport trimestriel, les prétextes changeaient, son absence restait constante. Je dînais seule, je me couchais seule, menant peu à peu la vie d'une femme célibataire. Mais avec le contrôle financier d'une adolescente sous allocation, notre première véritable dispute a éclaté après le réveillon annuel chez sa famille. Dans la voiture du retour, sa mère avait demandé sans détour quand nous comptions lui donner des petits-enfants. J'avais répondu que j'étais prête dès que Julien le serait, avant qu'il ne change habilement de sujet. Une fois rentré, sa réaction a été froide. « Un enfant, c'est une responsabilité et une charge énorme », a-t-il dit en desserrant sa cravate. Avec ta carrière modeste et les attentes de ma famille, n'importe quel enfant à nous aurait besoin d'un fonds fiduciaire, d'une école privée, des bonnes fréquentations. On n'en est pas encore là financièrement. Pas encore là, avais-je demandé, sincèrement perdu. Julien, tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Ta famille a une fortune sur plusieurs générations. Qu'est-ce qu'on attend? Sa réponse a tout dit. Mon argent n'est pas le problème. C'est toi qui ne t'es pas encore vraiment établi. Qu'apporterais-tu, toi, à l'avenir d'un enfant? La blessure de ces mots a couvé pendant des jours. Son mépris répété pour ma carrière, dérisoire. Avait-il un jour qualifié mon salaire, a fini par cristalliser quelque chose en moi. J'avais besoin d'indépendance financière. Pas seulement pour l'argent, pour ma santé mentale. Cette semaine-là, j'ai ouvert un compte séparé dans une autre banque avec un petit virement automatique de mon salaire, assez discret pour ne pas alerter Julien s'il vérifiait nos comptes communs, mais suffisant pour commencer à construire quelque chose qui m'appartenait vraiment. En parallèle, je me suis mise à étudier l'indépendance financière. Livres sur l'investissement, formation gratuite en ligne sur la gestion d'entreprise, newsletter sur l'entrepreneuriat, toujours en navigation privée, pour ne laisser aucune trace numérique. La femme qui avait été autrefois éblouie par les grands gestes et les dîners hors de prix se réveillait lentement, dans la cage dorée où elle vivait, et commençait, un petit pas après l'autre, à planifier son évasion. Pendant que Julien poursuivait ses soirées tardives, je posais les fondations de mon indépendance. Avec mes économies grandissantes, j'ai enregistré une petite structure, Camille Vasseur Conseil, et construit un site simple mais professionnel, présentant mon portfolio et mes services. Mon premier défi a été de trouver le temps de travailler, sans que Julien s'en aperçoive. J'ai transformé notre chambre d'amis, rarement utilisée, en bureau, prétextant avoir besoin d'un espace dédié à une formation continue pour progresser au cabinet. Il a à peine remarqué le changement, balayant mon ambition mignonne d'un revers de main. Tant que ça n'interfère pas avec nos obligations sociales, avait-il simplement dit. Ma première cliente est arrivée par un coup de chance, dans un café du quartier. J'ai surpris Nadia Benali, propriétaire d'une entreprise de traiteurs en pleine croissance, se plaindre à son associé des devis exorbitants, proposés par des conseillers financiers. Je ne peux pas me permettre 10 000 € pour un plan financier. Mais je perds de l'argent quelque part et je n'arrive pas à savoir où, disait-elle. Je me suis présentée, j'ai expliqué mon parcours et je lui ai proposé mon aide à un tarif réduit, le temps de construire mon portfolio. Nadia m'a fait confiance et le résultat a dépassé nos attentes à toutes les deux. J'ai identifié les failles dans sa trésorerie, restructuré ses conditions de paiement avec ses fournisseurs et bâti une stratégie d'investissement qui a augmenté ses rendements de près de 40% dès le premier trimestre. Ce succès, suffisamment marquant,
lui a valu de me recommander à d'autres entrepreneurs de son réseau. Travailler avec Nadia ne m'a pas seulement offert ma première réussite. Cela m'a aussi donné une amitié sincère, quelque chose qui manquait cruellement dans le cercle social, soigneusement organisé de Julien. Elle était authentique, travailleuse et appréciait mes compétences d'une façon que mon mari n'avait jamais su faire. « Tu as un don, Camille », m'a-t-elle dit un jour autour d'un café. « Tu comprends l'argent d'une manière qui aide vraiment les gens à construire quelque chose de solide. Ne laisse personne te dire le contraire. » Je travaillais tard le soir pendant que Julien multipliait ses déplacements professionnels. J'ai même transformé notre dressing en bureau improvisé pour mes appels clients, étouffant le son avec des couvertures empilées. Chaque nouveau client était à la fois grisant et terrifiant. Grisant parce que mon activité grandissait, terrifiant parce que la découverte signifierait la confrontation. La courbe d'apprentissage a été rude. J'ai sous-évalué certains projets complexes, parfois promis des délais trop optimistes. Mais j'ai appris vite à fixer des limites, à défendre la valeur de mon expertise. J'ai investi mes économies dans des logiciels essentiels et des certifications, camouflant soigneusement ces dépenses, parmi nos frais courants ou en réglant en espèces. Ma liste de clients a grossi régulièrement au fil d'une année, principalement par recommandation. Plutôt que de dépenser mes bénéfices, j'en réinvestissais l'essentiel dans l'entreprise en mettant une partie de côté pour des placements stratégiques. Julien, lui, restait aveugle à tout cela, attribuant ma confiance grandissante à une simple adaptation à notre style de vie, plutôt qu'à un épanouissement professionnel réel. Un tournant décisif est survenu lorsque j'ai accompagné la fondatrice d'une jeune pousse technologique, dont la restructuration financière que j'avais menée l'a aidé à décrocher une levée de fonds importante. L'histoire a même été mentionnée dans un magazine économique régional. J'ai décliné toute mention de mon nom, invoquant des raisons de discrétion. Mais cette crédibilité m'a ouvert les portes de clients plus importants. C'est par Nadia que j'ai rencontré Sophie Delacroix, entrepreneuse en série ayant vendu sa précédente société pour plusieurs millions et qui lançait alors une start-up dans la fintech. D'abord simple cliente pour un petit projet, Sophie est rapidement devenue à la fois une cliente fidèle et une mentor précieuse. « Tu factures beaucoup trop peu pour ton expertise », m'a-t-elle lancé sans détour après avoir examiné ma grille tarifaire. « Triple tes prix et regarde comment ta valeur perçue change. » Elle avait raison. En augmentant mes tarifs, loin de perdre des clients, j'en ai attiré des plus établis, prêts à payer pour la qualité. Sophie m'a aussi initié à l'investissement providentiel et à la gestion stratégique de portefeuille. « L'argent qui dort perd de la valeur », m'expliquait-elle. « Il faut le faire travailler. » Sous ses conseils, j'ai commencé à investir dans des entreprises émergentes, y compris dans la nouvelle aventure de Sophie elle-même, centrée sur des outils de planification financière assistés par intelligence artificielle. J'ai débuté avec de petites sommes, mais à mesure que mon activité grandissait, mon portefeuille d'investissement grandissait avec elle. L'ivresse de voir grandir en parallèle mon entreprise et mes placements était grisante. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré Julien, je me sentais vivante, utile, indépendante. Je construisais quelque chose de réel sur mes propres mérites. Tout au long de cette période, je maintenais les apparences. La parfaite épouse de Julien dans les dîners mondains. J'acquiesçais poliment quand les épouses de ses collègues parlaient de leur virée, shopping ou de leur comité caritatif. J'assistais à ces soirées professionnelles, jouant à la perfection le rôle de la conjointe dévouée, tout en dirigeant depuis chez nous une entreprise florissante et en prenant des décisions d'investissement qui allaient changer le cours de ma vie. Cette double vie était épuisante, mais elle me rendait plus forte à chaque instant. Chaque nouveau client, chaque consultation réussie, chaque retour sur investissement était un pas de plus vers la liberté que je réalisais. Peu à peu, vouloir désespérément arracher à ce mariage qui m'étouffait. 4 ans après notre mariage, la façade a commencé à se fendre. Tout a démarré avec un message qui s'est affiché sur l'écran, verrouillé du téléphone de Julien, pendant qu'il était sous la douche. Un aperçu, signé d'un simple « A ». Tu me manques déjà. Hier soir, c'était... Le message a disparu avant que je puisse lire la suite. Mais le doute était planté, impossible à ignorer. Julien était plus distant que jamais, entrant souvent avec un parfum inconnu qu'il attribuait à des embrassades de circonstances lors d'événements professionnels. Plutôt que de le confronter immédiatement, j'ai choisi d'observer les réunions du jeudi qui s'éternisaient systématiquement après 21h, les conférences du week-end dont je ne trouvais jamais la moindre trace en ligne. La multiplication soudaine de dîners, clients dans un même restaurant, chic du centre-ville. Le jeudi suivant, j'ai prétexté aider Nadia pour un événement traiteur important. À la place, je me suis garée près du restaurant en question et j'ai attendu. À 20h30, sa voiture s'est garée. 10 minutes plus tard, une femme blonde est descendue d'une autre voiture. Même de loin, je l'ai reconnue. Aurélie Mercier, sa collègue du cabinet d'avocat. Je les ai regardés s'enlacer d'une façon que des collègues ne font jamais. Je l'ai vu l'embrasser sur le parking avant qu'il n'entre, ensemble dans le restaurant. Mes mains tremblaient en prenant des photos. Mon estomac noué par la confirmation d'une trahison que je redoutais sans oser me l'avouer. Je leur ai laissé 30 minutes avant d'entrer à mon tour. Ils étaient installés à une table d'angle, sa main sur la sienne.
penchés l'un vers l'autre. Je me suis approchée en silence, le cœur battant si fort que j'étais certaine que toute la salle pouvait l'entendre. Voilà donc ce qui explique tes réunions tardives, ai-je dit, la voix étonnamment posée. Julien a sursauté, son visage traversé successivement par le choc, la culpabilité, puis un agacement à peine dissimulé d'avoir été surpris. Aurélie a eu la décence de paraître gênée, ramassant son sac en marmonnant une excuse sur les toilettes. « Camille, ce n'est pas ce que tu crois », a commencé Julien, reprenant ce ton mesuré qu'il réservait habituellement à ses clients les plus difficiles. « Vraiment ? Parce qu'on dirait que tu dînes avec ta maîtresse pendant que ta femme te croit au travail. » La suite de la conversation a été surréaliste. Julien a offert des excuses à moitié sincères, prétendant que ce n'était que physique, avant d'avoir l'audace de rejeter une partie de la faute sur moi. « Tu étais tellement absorbée par tes petits projets de comptabilité, a-t-il dit, baissant la voix, alors que les tables voisines commençaient à remarquer la tension. Tu es devenue ennuyeuse, Camille, sans ambition. À quand remonte la dernière fois où tu as fait un effort pour notre couple ? Je suis repartie seule, roulant sans but pendant des heures avant de rentrer. Julien est revenu bien après minuit, promettant de mettre fin à sa liaison, suggérant une thérapie de couple, proposant même une seconde lune de miel. Pour des raisons que je ne comprenais pas encore pleinement à l'époque, j'ai fait mine d'envisager une réconciliation. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit, ce qui n'était pas un mensonge. J'avais besoin de temps, non pas pour lui pardonner, mais pour préparer la suite. Les semaines qui ont suivi ont été une leçon de duplicité, des deux côtés. Julien est devenu temporairement attentionné, offrant des fleurs, proposant des soirées en amoureux, pendant que je consultais en secret des avocats spécialisés en divorce, sous couvert de mes rendez-vous clients habituels. Maître Isabelle Renard, avocate redoutée recommandée par Sophie, m'a exposé la réalité crue de ma situation. En l'absence de contrat de mariage, le juge répartira les biens communs selon ce qu'il estime équitable. Pas nécessairement à parts égales, m'a-t-elle expliqué. J'ai appris les subtilités de nos enchevêtrements financiers, la complexité de divorcer d'un homme issu d'une fortune familiale et l'importance cruciale de tout documenter. Le savoir, c'est le pouvoir, surtout dans un divorce, m'a-t-elle rappelé. Ma collecte discrète d'informations a failli s'arrêter, brutalement le jour où Julien a découvert mon historique de navigation sur notre ordinateur partagé. J'avais oublié une seule fois d'activer la navigation privée pour une recherche, procédure de répartition des biens en cas de divorce en France. Sa colère a été immédiate et glaçante. Il m'a acculée dans la cuisine, brandissant son téléphone où il avait pris une capture d'écran. « C'est ça que tu prépares ? Divorcer et prendre mon argent ?» Son visage était rouge, une veine palpitant sur son front. « Que ce soit clair, Camille. Tu n'auras rien sans moi, rien. Les avocats de ma famille s'en assureront. » Je suis restée calme, ce qui n'a fait que redoubler sa fureur. « Je ne prépare rien, Julien. Je me renseignais simplement, après ce qui s'est passé. » « Tu aurais fait pareil, non ?» Il a semblé apaisé par mon explication, mais la menace planait désormais entre nous, palpable. Cette nuit-là, j'ai transféré tous mes documents, professionnels importants, vers un stockage sécurisé en ligne et déplacé mes archives numériques sur des disques que j'ai enfermés dans un coffre bancaire dont Julien ignorait totalement l'existence. Ce que Julien ne savait pas, c'est que sa colère de ce soir-là avait scellé sa défaite bien plus sûrement que n'importe quelle recherche découverte sur un ordinateur. J'avais désormais la preuve, noir sur blanc dans sa propre bouche, de ses intentions de me priver de tout en cas de séparation. Une déclaration que Maître Renard a immédiatement qualifiée de précieuse pour établir sa mauvaise foi devant le juge. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à jouer la femme en pleine réflexion, pendant que mon entreprise dépassait les 200 000 € de chiffre d'affaires annuel, que mon portefeuille d'investissement, guidé par les conseils avisés de Sophie, prenait une valeur que je n'aurais jamais imaginée 3 ans plus tôt, et que Maître Renard construisait, pièce par pièce, un dossier imparable. Les messages d'Aurélie que j'avais fini par obtenir légalement, les photos du parking, les relevés bancaires montrant les dépenses somptuaires de Julien, pendant qu'il me reprochait un livre de formation à 15 €, et surtout l'aveu enregistré illégalement. Sur les conseils de mon avocate, de sa menace de me laisser sans rien. Le jour où j'ai enfin déposé la demande de divorce, Julien a d'abord ricané, certain que le combat serait bref et que je repartirais, selon ses propres mots, avec une valise et de la gratitude. Il ne savait pas encore que Maître Renard allait présenter au juge non seulement les preuves de son infidélité, mais un bilan complet de mon activité indépendante, florissante, entièrement construite pendant notre mariage, ce qui, en droit, en faisait un bien commun à partager, et non un simple petit projet de comptabilité comme il aimait à le répéter. C'est ainsi que je me suis retrouvée, ce jour d'audience, assise sur ce banc en bois dur, à regarder Julien signer les papiers avec ce sourire arrogant, sans se douter que le juge s'apprêtait à lire mon relevé financier à voix haute, devant tout le monde. Quand les chiffres sont tombés, le chiffre d'affaires de mon cabinet, la valeur de mon portefeuille, les dommages et intérêts réclamés pour préjudice moral, appuyés par l'enregistrement de sa menace. J'ai vu, seconde après seconde, son sourire se figer, puis se fissurer, puis disparaître complètement. Pour la première fois en 7 ans, ce n'était plus moi qui doutais de ma valeur.
C'était lui qui découvrait, bien trop tard, à quel point il s'était trompé sur toute la ligne. En sortant du tribunal ce jour-là, Maître Renard m'a serré la main et m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il vous a sous-estimé pendant 7 ans. C'est probablement la plus grosse erreur de toute sa carrière. Elle avait raison. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas seulement son erreur à lui, c'était aussi le jour où j'ai enfin cessé de me sous-estimer